L'impact du salaire minimum sur l'emploi, est-ce que le salaire minimum ça crée ou ça détruit de l'emploi? C'est un petit peu le pain au chocolat ou chocolatine du débat politico-économique. C'est un débat dont on trouve des traces depuis le 19e siècle, mais qui a traversé les époques jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a marqué les élections présidentielles de 2022. Si vous voulez le SMIC à 1 400 € net dès le mois de mai, la mesure que j'ai voulu mettre en avant, c'est le SMIC. Il sera revalorisé de 15%, soit 200 € net par mois. La première mesure que nous mettrons en œuvre sera donc d'abord d'augmenter les salaires en commençant par le SMIC que nous porterons à 1 923 € brut, soit 1 500 € net. Je veux immédiatement augmenter le SMIC à 1 400 € net et le porter à 1 500 à la fin du quinquennat. À ce titre, le salaire minimum, c'est aussi un des enjeux des législatives qui viennent. je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Alors, si en bon citoyen, vous vouliez vous informer sur ce débat qui date de plusieurs siècles, vous auriez pu regarder la série de vidéos d'Eureka sur cette question. Et c'est vrai que cette série de vidéos, elle a des qualités. Mais elle a aussi deux vraies limites. Premièrement, on se dit que pour comprendre ce qu'on sait sur l'effet du salaire minimum, on pourrait s'intéresser à ce qu'ont fait les économistes. Je veux dire par là les chercheurs en économie. Je vous parle pas des journalistes économiques, je parle de chercheurs qui ont un doctorat et qui publient des articles revus par les pairs sur ce sujet, c'est-à-dire des articles relus par d'autres experts en économie du travail. Et c'est là le premier problème de la vidéo d'Eureka. Elle ne vulgarise pas du tout les théories d'aujourd'hui des économistes sur le salaire minimum, celles que vous trouverez dans la recherche, ou même qu'on vous présenterait dans des cours de master, voire de licence dans mon cas. Et pourtant, ces théories font des prédictions très différentes de celles du modèle qu'Eureka présente dans sa vidéo. Alors, ça sonne comme une critique, mais ça n'en est pas forcément une, parce que Eureka, il le sait tout ça. Il a eu des échanges publics avec des chercheurs qui lui ont dit que ces vidéos ne présentaient pas du tout l'état de la recherche sur le sujet, pas du tout la théorie dominante des économistes. Ce à quoi il a répondu qu'il ne parlait pas de la recherche en économie dans sa vidéo, quand il parlait de théorie dominante, mais du modèle que les politiques avaient en tête. Alors, c'est un angle qui se défend, mais si vous souhaitez vous faire un avis éclairé sur cette question cruciale, je pense que c'est aussi très important de savoir non pas ce que les politiques ont en tête, mais aussi ce que les chercheurs en économie pensent du sujet. Et ça a un rapport avec la deuxième limite de la vidéo d'Eureka. Si les économistes n'utilisent plus dans la recherche le modèle que présente Eureka pour étudier l'effet du salaire minimum, c'est parce que ce modèle ne permet pas de rendre compte de ce qu'on voit dans les données. Et c'est mon deuxième point. Eureka ne parle jamais des données, des études empiriques sur les effets du salaire minimum. En fait, il semble que la vidéo d'Eureka a fait croire à beaucoup de gens que les économistes ne prennent pas soin de s'assurer que les théories qu'ils construisent s'accordent avec les faits. Si vous faites un arrêt sur image, vous pourrez lire les commentaires de tous ces gens qui se demandent « Mais attendez, quand les économistes racontent des choses, est-ce qu'ils cherchent des preuves ou c'est un petit peu au petit bonheur la chance, à la one again ?» Cela, je peux les rassurer. Non seulement les économistes tentent depuis longtemps de tester leurs théories, de les accorder avec les faits, mais depuis quelques décennies, l'essentiel de la recherche en sciences économiques n'est pas théorique, mais empirique. C'est-à-dire dans notre cas qu'il y a beaucoup d'études qui répondent à la question indépendamment des théories économiques, indépendamment de ce qu'on écrit à la craie sur des tableaux poussiéreux. Est-ce que dans les données, on voit que monter le salaire minimum, ça détruit des emplois ou non? Il y a littéralement des centaines, voire des milliers d'études sur ce sujet-là. Étudier cette question, ça a même permis de faire progresser l'analyse économique et les statistiques. Le prix Nobel d'économie de l'année dernière, ou le prix de la Banque de Suède comme vous voulez, a notamment été donné entre autres à David Card, un économiste qui a notamment inventé de nouvelles méthodes statistiques pour étudier l'effet du salaire minimum. Alors autant vous dire que la question de l'impact du salaire minimum sur l'emploi, c'est presque devenu une sous-discipline en économie. C'est un sujet complexe, qui n'est pas mon sujet de recherche, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps à lire des articles de recherche sur le sujet, et j'ai vu qu'il y avait toujours beaucoup de débats, mais il y a aussi quelques faits importants qui se dégagent. Et ces résultats, ils sont importants pour nous en tant que citoyens. Alors bien sûr, les données seules ne vont pas nous dire pour qui voter. Savoir si vous êtes pour ou contre une hausse du salaire minimum, c'est pas la même chose que de savoir si le salaire minimum crée des emplois ou détruit des emplois. Vous pourriez être pour le salaire minimum, même s'il détruit des emplois, parce que vous trouvez que c'est un bon moyen de sortir des travailleurs de la pauvreté et qu'on peut peut-être créer d'autres emplois autrement. D'ailleurs, historiquement, c'était un peu la position d'un économiste assez célèbre qui s'appelle Léon Walras. A l'inverse, vous pourriez être contre le salaire minimum, même s'il crée des emplois, parce que, je sais pas, vous considérez que c'est pas à l'État de se mêler de la fixation des salaires,
ou qu'il y a d'autres moyens plus efficaces d'augmenter le revenu des travailleurs qui ont des bas salaires. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre orientation politique, utilisez les données, ça vous permet de savoir si les politiques que vous défendez ont bien les effets que vous leur prêtez. Et puis, quels seront les effets secondaires des solutions politiques que vous défendez. C'est justement le but de cette série de vidéos. Dans cette première vidéo, je ne vais pas vous parler de s'il faudrait monter le salaire minimum ou non. Je vais simplement vous présenter les faits sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi pour qu'on puisse se former un avis plus éclairé sur la question. Et puis, parce que c'est bien de savoir si le salaire minimum crée ou détruit de l'emploi, et dans quel cas, mais que pour comprendre ce qui se passe, c'est quand même mieux d'avoir une théorie, je vais vous parler dans une deuxième vidéo du modèle auquel les économistes du travail se réfèrent le plus souvent dans leurs recherches aujourd'hui. Mon but ici, c'est pas de faire toute une histoire du salaire minimum. Si vous êtes un petit geek de l'histoire de la pensée économique, ça existe, je vous assure. Je vous ai mis le lien d'un super article de recherche de Jérôme Gauthier sur le sujet. Il est en français, il est très clair et il est en libre accès. Moi, je vais simplement débuter mon récit à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est à partir de cette période qu'une majorité d'économistes s'est mise à penser qu'un salaire minimum plus haut détruirait des emplois. Pourquoi ? D'abord, il y a un argument théorique, voici en gros ce que c'est. Pour survivre, une entreprise a besoin d'avoir des employés qui lui rapportent au moins autant que ce qui lui coûte. Or, si on monte le salaire minimum, mettons, à 1 600 € mensuels, tous les employés qui rapportent moins de 1 600 € ne seront pas embauchés, voire même ceux qui rapportent moins de 1 600 € vont devoir être licenciés. Alors ça, c'est en gros ce qu'on entend souvent dans la bouche de ceux qui s'opposent à la hausse du salaire minimum, mais en vérité, le raisonnement des économistes qui s'inquiétaient des effets du salaire minimum sur l'emploi reposait en général sur une théorie, sur un modèle, comme on dit, un peu plus sophistiqué. C'est le modèle de l'offre et la demande, qu'on appelle aussi le modèle néoclassique, mais je ne vais pas revenir en détail dessus pour deux raisons. D'abord parce que pour suivre cette vidéo, il vous suffit de retenir pour l'instant que, en gros, l'argument néoclassique, c'est que le salaire minimum détruit des emplois parce que tous les emplois qui rapportent moins que le salaire minimum ne sont pas rentables pour les employeurs. Ensuite, parce que si vous voulez comprendre plus en détail ce modèle, je vais revenir un peu plus en détail dessus dans ma prochaine vidéo, mais en attendant, il y a déjà la vidéo d'Eureka sur le sujet. Notamment, ce que Eureka explique bien, c'est que le modèle de l'offre et de la demande repose sur un grand nombre d'hypothèses assez lourdes. On pourrait tolérer ces lourdes hypothèses si cette théorie elle avait de bonnes qualités prédictives. En physique, on tolère bien que certains modèles négligent les frottements de l'air parce que leurs prédictions sont très proches des données. Est-ce que c'est le cas pour le modèle néoclassique du marché du travail dont on parle ici ? Alors on peut essayer de regarder. Ici, une prédiction très claire de ce modèle, c'est que le salaire minimum doit réduire l'emploi. C'est en tout cas de cette manière que la majorité des économistes interprétaient les prédictions de ce modèle, puisque en 1978, à la question « Est-ce que le salaire minimum a eu un impact significatif sur l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?», 90% des économistes américains sondés répondaient « oui ». Alors, à ce moment-là, il y a sans doute deux questions qui vous viennent à l'esprit. Déjà, 90%, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui justifie un tel consensus ? Qu'est-ce qui peut justifier un tel consensus ? Et puis deuxièmement, je vous parlais des travailleurs en général, pourquoi maintenant on parle des travailleurs peu qualifiés et puis pas des travailleurs en général ? La première explication à ce consensus des économistes américains, qu'on appelle parfois dans la langue de Tupac le professional consensus, c'est que les économistes ont fondé leurs convictions sur les données disponibles à l'époque. Notamment, il y a une étude publiée en 1982 qui a fait beaucoup de bruit. Elle a été beaucoup citée par d'autres chercheurs. Et cette étude, elle est aussi très intéressante pour nous, parce que c'est une revue de littérature. C'est-à-dire que c'est une synthèse des études qui existent déjà, et que donc ça nous évite d'avoir à lire toutes les études sur le sujet d'avant 1982. Cette revue de littérature, elle concluait que le salaire minimum détruisait bien des emplois occupés par des jeunes travailleurs, c'est-à-dire des travailleurs entre 16 et 24 ans. Or, pour revenir à la question du sondage dont je vous parlais, qui portait sur l'effet du salaire minimum sur les travailleurs à faible salaire, les emplois occupés par des moins de 24 ans, ils sont en moyenne moins bien payés, parce qu'ils ont moins d'expérience, parce que c'est des emplois moins qualifiés, que ceux occupés par des travailleurs de plus de 24 ans. Et donc on peut se dire que ce sont les estimations résumées dans cette étude de 1982 qui justifient notre fameux professional consensus des années 80 quant au fait que le salaire minimum détruit des emplois à faible salaire. Et pour revenir au modèle de l'offre et la demande, parce que c'est pour ça qu'on est là, cette revue de littérature, elle montre des résultats qui sont cohérents avec ce modèle que présente Eureka. Enfin, cohérents si on s'intéresse aux travailleurs entre 16 et 24 ans. Parce que ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle montre aussi que l'impact du salaire minimum sur l'emploi des plus de 24 ans
est incertain ou pas significatif statistiquement. Et ça par contre, c'est pas ce que prédit le modèle néoclassique. Mais qu'à cela ne tienne, le modèle néoclassique, c'était pas un dogme pour les économistes du travail de l'époque. Et d'ailleurs, les auteurs de cette revue de littérature, ils présentent dans leur étude d'autres modèles un petit peu plus réalistes, et qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi on trouve que le salaire minimum ne détruit pas l'emploi des plus de 24 ans. Ça, c'était l'explication de ce consensus qui est un petit peu la plus flatteuse pour les économistes. Les économistes ont vu qu'il y avait une conclusion nette qui émergeait des études, et donc ils ont fait consensus sur ce qui était consensuel, et puis ils ont continué à essayer de faire progresser la théorie, à tenter de construire des théories plus réalistes pour expliquer ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, à savoir le fait que, visiblement dans les données, il n'est pas du tout évident que le salaire minimum détruit l'emploi des travailleurs plus âgés. Mais il y a une deuxième explication, on va dire plus sociologique à ce fort consensus, et qui est un peu moins flatteuse. Un tel consensus, ça s'explique aussi par le fait que les économistes américains voulaient parler d'une seule voix, pour que la science économique devienne la science du conseil des politiques. Et d'ailleurs, cette envie d'être le conseiller du prince a pu peut-être conduire les économistes à surestimer le niveau de preuve des études que je viens de citer. Parce que oui, les études dont je viens de parler avaient des problèmes, des vrais problèmes. Et pour comprendre ces problèmes, il faut savoir comment on estime l'effet du salaire minimum sur l'emploi. Alors vous pourrez me dire que c'est facile. Pour savoir si le salaire minimum détruit des emplois, il suffit de voir si les pays qui ont un salaire minimum plus haut ont aussi un taux d'emploi plus haut. Le problème, c'est que corrélation n'est pas causalité. Imaginez qu'on trouve à l'inverse que les pays où le salaire minimum est plus haut sont aussi ceux où l'emploi est le plus haut. Ce serait pas la preuve que le salaire minimum ne détruit pas d'emploi, parce qu'on est un peu face au problème de la poule et de l'œuf. Peut-être que c'est pas que le salaire minimum crée des emplois, mais simplement que les politiques consentent plus facilement à monter le salaire minimum quand le chômage est bas. C'est ce qu'on appelle un biais de causalité inverse ou de simultanéité. Il y a un autre biais qui est toujours très agaçant, c'est celui de la variable omise. Mettons qu'on trouve que les pays qui ont un salaire minimum haut ont aussi un taux de chômage plus bas. Peut-être que les pays qui ont un salaire minimum bas et un chômage bas, ils ont aussi d'autres caractéristiques qui expliquent à la fois ces deux facteurs, à la fois le salaire minimum bas et le chômage bas. Peut-être qu'on y taxe moins, peut-être qu'on stimule plus la demande pendant les crises parce qu'on sait que les travailleurs gagnent pas grand-chose, peut-être qu'on investit plus dans la recherche. Et peut-être que ce sont ces facteurs qui expliquent un lien qu'on pourrait voir dans les données entre le salaire minimum et l'emploi. Alors vous pourriez me répondre, plutôt que de comparer les pays, on pourrait regarder comment l'emploi dans un pays change après qu'on ait changé le salaire minimum dans ce même pays, au cours du temps. Mais le problème reste le même. Même si vous constatez que l'emploi se réduit après que le salaire minimum ait été augmenté, peut-être que l'emploi aurait baissé de toute façon, même sans que le salaire minimum ait changé. En fait, le problème de toutes ces comparaisons, dans le temps ou entre pays, c'est qu'on compare des pommes et des poires. Pour savoir si le salaire minimum augmente le chômage, il faudrait comparer deux groupes d'États ou d'entreprises qui ne diffèrent que dans la mesure où elles sont soumises à un salaire minimum différent. Alors, trouver des entreprises parfaitement comparables, sauf qu'elles sont soumises à un salaire différent, ça a l'air complètement impossible, mais en théorie, il y a bien une solution pour comparer des pommes avec des pommes. Une expérience contrôlée randomisée. Une expérience contrôlée randomisée, c'est une expérience où on tire au sort un groupe de traitement, qui sera donc le groupe qui bénéficiera d'une politique, et un groupe contrôle, qui est donc le groupe qui n'en bénéficiera pas. Pourquoi tirer au sort ? Parce que le tirage au sort crée deux groupes statistiquement identiques. Si vous tirez au sort les sujets de votre expérience qui bénéficieront d'une politique et ceux qui n'en bénéficieront pas, et que votre expérience comporte un nombre assez important de sujets, la seule différence entre les deux groupes, c'est le fait que l'un va bénéficier de la politique et l'autre non. Pourquoi ? C'est la magie des probabilités. Et si vous avez perdu votre âme d'enfant et que la magie ça vous suffit pas et que vous voulez des concepts mathématiques précis, je peux vous dire que c'est la conséquence de ce qu'on appelle la loi des grands nombres ou les lois des grands nombres. Et donc, puisque grâce au tirage au sort, votre groupe contrôle et traitement sont exactement identiques au début de l'expérience, à l'exception du fait que l'un veut bénéficier de la politique et l'autre non, on peut être sûr que c'est bien la politique qui expliquera toutes les différences entre le groupe contrôle et le groupe traitement à la fin de l'expérience. Et ça, c'est quand même bien pratique. Les expériences contrôlées randomisées sont le meilleur moyen de démêler corrélation et causalité. C'est pour ça que les économistes en font autant qu'ils peuvent. Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs de l'économiste française Esther Duflo, qui a reçu le prix de la Banque de Suède en 2019 pour avoir utilisé massivement cette méthode en économie du développement. Mais malheureusement, les expériences contrôlées randomisées, c'est difficile à mener. Notamment parce que ceux qui décident de qui bénéficie de la politique, c'est les politiques, et c'est un peu difficile de convaincre les politiques qu'il va falloir priver la moitié d'une population d'une politique, juste parce qu'on a envie de voir si ça marche. Dans notre cas, une expérience contrôlée randomisée,
sur l'effet du salaire minimum, ça impliquerait de tirer au sort un groupe d'entreprises qui seront soumises à un salaire minimum plus haut, et puis un autre groupe d'entreprises pour qui la loi ne changera pas. Par le tirage au sort, si on se rend compte que les entreprises avec un salaire minimum embauchent moins, on saura qu'elles embauchent moins parce qu'elles ont eu à verser un salaire minimum plus haut et pas pour une autre raison. Alors, ce serait très bien, mais en pratique, je ne sais pas bien quelle politique serait d'accord pour mener ce genre d'expérimentation. Et de fait, moi j'ai vu passer qu'une seule expérience contrôlée randomisée sur l'effet du salaire minimum, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais bon, le fait de ne pas pouvoir faire d'expérience contrôlée randomisée, en soi, c'est pas si grave. C'est extrêmement courant en sciences sociales, mais aussi dans des disciplines des sciences naturelles, comme en astronomie, en géologie, en épidémiologie. Une solution possible, c'est d'employer des statistiques multivariées. Même si vous ne savez pas ce que sont les statistiques multivariées, vous savez quand même un peu ce que c'est ou vous en avez entendu parler. Quand vous entendez à la radio ou à la télé qu'à niveau d'éducation et d'expérience égale, les femmes sont en moyenne moins payées que les hommes, à tadada égal, ça veut dire qu'on a utilisé des méthodes statistiques pour regarder si on trouve toujours un écart salarial quand on tient compte du fait que les femmes ont peut-être un niveau d'études et des diplômes différents. On dit qu'on contrôle par ces variables. Ici, on regarde l'effet du genre sur le salaire en contrôlant par le niveau d'éducation et l'expérience. On peut faire exactement la même chose avec le salaire minimum. On peut vérifier, avec les mêmes méthodes, si un salaire minimum haut est toujours associé à un haut chômage, à PIB égal, à démographie égale, à institution du marché du travail égale, à taxes sur les entreprises égale, en fait à tous les facteurs auxquels vous pouvez penser égaux. Et c'est ce que les études dont je vous parlais ont fait. Et sur le papier, ça a l'air très bien de contrôler par ce qu'on peut. D'ailleurs, les économistes ne sont pas les seuls à employer ce type de méthode quand on ne peut pas faire d'essais contrôlés randomisés. Alors, est-ce que ça règle notre problème ? Oui, en tout cas c'est mieux que rien, mais pas tout à fait non plus. Les études sur le salaire minimum, qui reposaient sur ces méthodes, elles avaient 3 vraies limites. Le premier problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler partout. Il est possible qu'on oublie une variable, ou que certaines variables qui affectent à la fois le salaire minimum et l'emploi ne soient pas mesurables. Deuxièmement, de manière plus générale, ces méthodes laissent beaucoup de marge de manœuvre aux chercheurs. Quelle variable de contrôle j'inclus déjà ? Comment je mesure le salaire minimum ? Est-ce que je le mesure en termes absolus ? Est-ce que je prends le pourcentage du revenu moyen ou du revenu médian ? Et ces choix, ils ont l'air minimes, mais ils peuvent changer un petit peu le résultat que vous obtenez. Et donc, si vous n'êtes pas très scrupuleux, ça vous laisse la possibilité de modifier vos hypothèses jusqu'à ce que vous tombiez sur un chiffre qui confirme votre théorie. Troisièmement, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le biais de publication. Les revues économiques, donc les revues dans lesquelles les chercheurs publient leurs articles, elles peuvent avoir tendance à moins publier des études qui ne vont pas dans le sens de la théorie. C'est le biais de publication, et c'est un problème qui se pose pas que dans la littérature économique, mais aussi dans la recherche médicale, en psychologie. Ça a l'air d'être un constat assez déprimant sur l'état de la recherche dans ces disciplines, en économie mais aussi un petit peu en médecine, mais heureusement, à partir des années 90, les progrès des méthodes statistiques ont permis aux chercheurs de surmonter, au moins en partie, toutes les limites dont je vous ai parlé. En particulier, il y a 2 facteurs qui ont joué. Premier progrès, les années 90 ont vu l'introduction en économie, et puis dans d'autres sciences sociales aussi, et un petit peu en épidémiologie, de nouvelles méthodes plus fiables. Alors ce phénomène est parfois appelé, peut-être un peu trop flatteusement, la révolution de crédibilité. Je vous invite à lire l'article de Wikipédia sur le sujet, je suis très d'accord avec son contenu, notamment parce que j'y ai beaucoup contribué. Alors Wikipédia, on ne contribue jamais seul, il y a des gens qui m'ont corrigé, il y a des gens qui ont ajouté des choses, mais je pense que c'est toujours un article qui est pertinent de mon point de vue, et puis je vous encourage à contribuer à Wikipédia parce que c'est important. Le point commun de toutes ces nouvelles méthodes, c'est qu'elles permettent de mieux corriger les biais comme ceux de la variable omise dont je vous parlais avant. On parle de méthode quasi-expérimentale, ça veut dire qu'une quasi-expérience, c'est pas aussi bien qu'une expérience, mais quand on ne peut pas faire d'expérience, c'est quand même mieux que ce qu'on faisait avant. Et si on revient au sujet qui nous intéresse, une de ces nouvelles méthodes plus robustes, quasi-expérimentales, qui s'appelle le double différence, a été employée dans une étude très célèbre de 2 économistes, David Card et Alan Kruger, pour étudier les effets du salaire minimum aux États-Unis. Alors, si vous voulez savoir un petit peu en quoi elle consiste cette méthode, je vous conseille un article sur mon blog qui s'appelle « Des quasi-expériences pour sauver la planète », mais ici, je veux surtout parler du résultat de cette étude. Stupeur, les 2 économistes trouvent que augmenter le salaire minimum ne détruit pas d'emplois. Deuxième progrès, comme je vous le disais, la science économique n'était pas la seule à faire face au problème du biais de publication et de sélection des modèles. Des problèmes analogues se posaient en médecine ou en psychologie. Si vous faisiez une expérience à un moment donné avec une population donnée, et que vous refaisiez la même expérience à un autre moment, vous ne parveniez pas forcément à la reproduire. C'est ce qu'on a appelé la crise de la réplication. Et une des réponses à cette crise a été d'inventer des nouvelles méthodes qui permettent de détecter
et de corriger ce biais de publication. Et notamment, dans une étude de 1995, Card et Kruger, toujours les mêmes, utilisent une de ces nouvelles méthodes et ils détectent un fort biais de publication qui éclipse les études qui ne trouvent pas que le salaire minimum, ça détruit des emplois. En fait, à ce moment-là, ils trouvent des preuves statistiques de ce dont tout le monde se doutait un peu à l'époque. Si vous étiez chercheur en économie et que votre papier trouvait que le salaire minimum augmentait l'emploi, ou même simplement qu'il n'y a pas d'impact sur l'emploi du salaire minimum, bah, vous alliez avoir plus de mal à publier votre étude. À partir de là, avec leurs deux résultats clés, David Card et Alan Kruger ont commencé à s'énerver. Et ils se sont tellement énervés qu'ils se sont mis à distribuer des gifles à toute leur profession. Ils ont notamment écrit un livre célèbre, Myth and Measurements, dans lequel ils ont défendu la thèse que le consensus des économistes du travail américain sur les effets délétères du salaire minimum n'était pas basé sur des données suffisamment solides. Alors évidemment, comme ils se sont mis à attaquer toute leur profession, ça a déclenché de très vives controverses, notamment un prix Nobel d'éco qui s'appelle Angus Deaton a été jusqu'à dire que David Card et Alan Kruger avaient été traités comme des pédophiles par certains de leurs collègues, c'est vous dire si l'ambiance était cool, mais malgré la violence de la controverse, les études ont continué à s'accumuler, et elles allaient en majorité dans le sens de Card. Il semble que le salaire minimum, ça détruit pas toujours de l'emploi, même celui des jeunes. La profession a commencé à prendre ses études de plus en plus au sérieux. Et comme je vous le disais, David Card a même reçu un prix Nobel d'éco l'année dernière, mais sans son comparse, Alan Kruger, qui était décédé quelques années auparavant. Alors, qu'est-ce qu'elles disent ces nouvelles études ? Alors, je ne peux pas vous parler de chacune des études qui sont parues sur le sujet, mais pour résumer toute cette masse immense d'études, on peut regarder ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est une étude qui agrège les résultats d'autres études, et puis qui va les mouliner pour extraire un résultat moyen, et essayer de comprendre ce qui explique les écarts de résultats entre deux études. Si vous trouvez qu'aux États-Unis, le salaire minimum ne détruit pas les emplois, mais qu'en France, il en détruit, est-ce que c'est parce que le salaire minimum a un impact différent en France et aux États-Unis, ou est-ce que c'est simplement parce que vos deux études, elles n'ont pas la même méthodologie ? En fait, une méta-analyse, ça permet d'essayer de voir ça. En particulier, la méta-analyse de Doukouliagos, qui est parue en 2019 et qui porte sur les États-Unis, elle a été assez influente, et je crois que c'est pour deux raisons. D'abord, elle a fourni une méthode qui permettait non seulement de détecter le biais de publication, mais aussi de tenter de le corriger. Et donc c'est assez puissant. Ça nous permettait d'observer l'effet moyen du salaire minimum quand on neutralise le biais lié au fait que certaines revues ont moins tendance à accepter les études aux résultats contraires à la théorie de l'époque. Et puis d'autre part, la méthode de Doukouliagos, il a appliqué aux États-Unis, mais son étude a inspiré d'autres études, d'autres méta-analyses sur d'autres régions du monde qui ont suivi exactement la même méthode. Et ça c'est très bien, parce que ça va nous permettre de regarder l'impact du salaire minimum non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, et puis notamment en France. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces méta-analyses ? Il y a un premier résultat qui se dégage et qui est net. Aux États-Unis, on trouve en moyenne pas d'impact du salaire minimum sur l'emploi total. En Grande-Bretagne, c'est pareil. En France, pas vraiment non plus quand on considère toutes les études. Dans l'Union européenne en général, pareil. Et puis, dans les 13 pays en développement qui sont étudiés dans la dernière méta-analyse, attention, il y a un piège, non. Toujours aucun impact du salaire minimum sur l'emploi total. Deux petites précisions sur ces résultats. D'abord, on parle ici d'effets moyens. Ça ne veut pas dire que le salaire minimum n'affecte pas l'emploi dans certains cas. Et c'est ce dont je vais parler dans ma prochaine vidéo. Et puis, deuxièmement, on parle d'effets sur l'emploi total. Donc ça ne veut pas dire que le salaire minimum n'affecte quand même pas l'emploi de certaines catégories de la population. Peut-être que le salaire minimum, il détruit certains emplois, mais il en crée en face, si bien que ça s'annule. Et ça, je vais en parler dans 30 secondes. Mais à ce stade, on peut déjà dire que les données réfutent l'idée que le salaire minimum réduit toujours l'emploi. Ce qui est plutôt ce qu'on serait attendu à voir si le modèle de la théorie néoclassique, celui que présente Eureka, était une bonne approximation en général du marché du travail. En revanche, quand on s'intéresse à l'effet du salaire minimum, non plus sur l'emploi total, mais sur celui de plus petits groupes de la population, on trouve des résultats beaucoup plus contrastés. Ça part un peu dans tous les sens. En Europe, et puis dans les pays en développement étudiés, on note bien que le salaire minimum réduit l'emploi de certains groupes, comme les travailleurs précaires ou les femmes. En France notamment, l'auteur de la méta-analyse dit que les études les plus robustes portent sur les bas salaires et les jeunes, et elle trouve que si on considère seulement cette partie de la population, le salaire minimum détruit un nombre assez notable d'emplois. Mais c'est par exemple pas du tout le cas aux États-Unis, où le salaire minimum semble n'avoir en moyenne pas d'impact sur l'emploi, même sur l'emploi des jeunes. Voilà les faits. Alors à ce stade, ça fait quoi ? 20 minutes qu'on bavarde et puis on commence à se connaître. Alors je sens deux questions arriver. Alors d'abord, vous pourriez me dire, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de citer des études, mais est-ce que les économistes les connaissent ? Est-ce qu'ils les ont lues ces études ?
Alors je ne sais pas si tous les économistes ont lu ces méta-analyses, par contre ils ont entendu parler visiblement des études qu'il y avait dans ces méta-analyses. Parce que je vous disais qu'en 1978, à la question « Est-ce que le salaire minimum a eu un impact significatif sur l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?», 90% des économistes américains sondés répondaient oui. En fait, à partir des années 90, cette proportion s'est complètement effondrée. En 2015, on ne trouvait plus qu'un quart des sondés pour affirmer que le salaire minimum avait eu un impact significatif sur l'emploi des travailleurs peu qualifiés. Visiblement, les économistes ont appris des données. Visiblement, les données, ça compte pour les économistes. Ensuite, vous pourrez me demander ce que les économistes ont construit sur les ruines de la théorie néoclassique, sur les ruines du modèle de l'offre et la demande dont parlait Eureka. Parce qu'on a quand même envie de pouvoir expliquer, pourquoi en moyenne le salaire minimum n'a pas d'impact sur l'emploi total, et deux, pourquoi l'effet du salaire minimum sur certaines populations, il varie selon où on est sur la planète. Alors rassurez-vous, il y a bien une théorie en économie du travail qui permet de rendre compte de tout ça, et qui par ailleurs a fait quelques prédictions convaincantes, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir être patient, parce que ce modèle, cette nouvelle théorie, je vais en parler que dans ma prochaine vidéo. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres de cette chaîne, et surtout les articles de mon blog, le blog d'un empiriciste, où je parle d'économie et de politique basée sur les preuves. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment je vous recommande de vous balader sur mon blog. Moi je suis quelqu'un qui préfère l'écrit à la vidéo. D'abord parce que c'est pas forcément quelque chose dans lequel je suis doué, quelque chose dans lequel je suis à l'aise, et ensuite parce que youtubeur c'est un métier, c'est un vrai métier, et c'est pas le mien. Moi mon métier c'est doctorant en économie, et donc j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos. Et encore, des articles de blog ça me prend du temps, même si ça me fait très plaisir. Donc voilà. Si vous avez aimé ce que je fais, en attendant ma prochaine vidéo, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur mon blog, à regarder les autres vidéos, et puis je vous dis à très bientôt.